pense qu'on va démarrer. Alors tout d'abord, Madame la conseillère de coopération et d'action culturelle qui est présente avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis la directrice de l'ENSA Nantes Mauritius, Farah Jahangir, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cet événement, l'événement qui s'appelle la Nuit des idées, plus ou moins dans sa 7e édition, et de vous accueillir ce soir sur le campus de Unicity. Et ce soir, nous allons explorer des liaisons urbaines et aussi ses devenirs, avec comme thème principal la fabrique du changement. Je profite aussi de cette occasion pour justement remercier toute l'équipe de l'IFM, l'équipe de l'ENSA Nantes et l'équipe de l'ENSA Nantes Mauritius, ainsi que l'équipe de l'UDM, pour une mobilisation et organisation remarquable pour ce soir. Et sans hésiter, je vais passer la parole maintenant à notre modératrice pour ce soir, Elsa Lenné, qui va ensuite présenter nos panélistes pour cette première session de débat. Merci. Je m'appelle Elsa Lenné. Moi, je suis géographe urbaniste de formation et intervenante ici à l'ENSA Mauritius. Et ce soir, comme a dit Farah, je serai du bon déroulement des débats. Voilà, en espérant qu'on respecte tous le temps imparti, mais je suis sûre que ça sera le cas. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, avec le premier débat qui va être consacré à l'architecture de Maurice et ses perspectives, puisque, comme vous le savez probablement, les villes et les villages aussi de Maurice font face à de nouvelles dynamiques qui sont soit endogènes, soit qui viennent de l'extérieur, mais qui sont à même de transformer à la fois le paysage urbain, mais aussi les manières de fabriquer et de vivre en ville. Donc, quels sont ces enjeux et comment y faire face dans le contexte urbain mauricien? On a plusieurs intervenants qui vont nous apporter des éléments de réponse ou soulever des questions. On va commencer par les 3 intervenants d'abord et ensuite on aura 2 étudiantes qui vont parler. Donc, les 3 intervenants vont vous présenter de manière assez rapide les problématiques qui leur semblent importantes, les enjeux qu'ils souhaiteraient faire émerger. On va commencer par Adi, donc Adi Tilok qui est ici, et ouvrira le débat. Elle est historienne, elle est citoyenne, passionnée et engagée dans un certain nombre de problématiques, notamment la défense de l'environnement et l'aménagement urbain durable. Elle est aussi engagée auprès des communautés pour leur inclusion dans la définition et dans la prise de décision. Ensuite, Rajiv Kundiram, à côté, à sa droite, est maître de conférences et chercheur à l'Université des Mascareignes. Il travaille plus particulièrement sur l'application de l'informatique et des objets connectés dans 2 domaines, l'environnement et la santé. Et enfin, on a Chérif Anna, donc, qui n'est pas là en présence, mais qui est connecté depuis la France et qui nous fera sa présentation, du coup, par Teams, je crois. Il est architecte urbaniste, maître de conférences à l'ENSA à Nantes et ici aussi. Il enseigne le projet urbain et architectural au master, donc c'est l'enseignant de certains de nos étudiants présents ici. Et ce qui est intéressant pour nous ce soir aussi, c'est qu'il s'intéresse aux villes ordinaires, donc les villes qui sont traditionnellement peu regardées par l'architecte et l'urbaniste. Je vous remercie tous les 3 panélistes pour votre présence et je vous laisse démarrer. Donc, Adi, si vous voulez bien. Présentés comme les futurs pôles de développement urbain, les Smart Cities proposent un cercle vertueux vendu avec un label vert. Électricité renouvelable, gestion durable des déchets solides, espace vert, mobilité verte. Le tout sous le label Work, Play, Live. Mais pour qui, peut-on se demander? De grands propriétaires terriens et investisseurs structurent l'espace à travers les Smart Cities. Mais dans quelle mesure ces Smart Cities répondent-elles à nos besoins en tant que peuple, aux enjeux environnementaux et climatiques et à un développement inclusif? Quartiers UP et faubourgs ont toujours existé. Ils sont le reflet des différences ou disparités au sein de la société. Mais une certaine mixité a toujours perdure encore aujourd'hui au sein des villes existantes. Depuis une vingtaine d'années, cependant, le territoire est de plus en plus fortement marqué par une ségrégation socio-spatiale. Le contraste avec le logement social est le plus saisissant. Un work, live, play décent, vert, est-il hors de portée des communautés hors Smart Cities? Et si le changement était de faire des villes
résiliente, inclusive, en conformité avec les objectifs de développement durable dont Maurice est signataire. Sur un autre registre, quel sera l'impact de grands chantiers en tenant compte de plusieurs paramètres physiques, ligne d'écoulement naturel des eaux pluviales, écosystème naturel, capacité de charge de l'environnement local? Sont absentes du cahier des charges des Smart Cities et autres projets immobiliers d'envergure une gestion des eaux de ruissellement en adéquation avec les conséquences du changement climatique et une architecture bioclimatique. Pourtant, les deux ont dépassé depuis longtemps le stade de concept. Le Sustainable Urban Drainage System ou Water Sensitive Urban Design travaille avec la nature pour réduire le ruissellement et filtrer l'eau captée pour utilisation ou avant déversement. Et ils favorisent la biodiversité. Ils comprennent des rigoles naturelles, des bassins de détention ou de rétention. Sur le plan national, la multiplication des Smart Cities et autres projets immobiliers, comme on le voit sur la carte, pose la question de l'articulation d'aménagement du territoire fondé sur des besoins nationaux et la gestion saine des ressources d'une part, avec les plans directeurs de l'utilisation des terres des Smart Cities de l'autre. Comment ces développements urbains affecteront-ils l'approvisionnement en eau, la provision d'une marge de sécurité alimentaire et de sécurité énergétique? Ce sont là des enjeux climatiques, les deux derniers étant aujourd'hui magnifiés par la pandémie. Il fallait être rapide, j'espère. Je crois que j'ai tenu gageur. Parfaitement. Merci beaucoup, Adi. Et je passe la parole à votre voisin, Radif, pour sa présentation. Bonsoir à tous. Donc, je vais démarrer avec l'évolution de l'île Maurice. Donc, ici, on peut voir, on a commencé avec l'industrie sucrière, c'est ce qu'on appelle cannière aujourd'hui. Ensuite, on a passé par le textile, le tourisme, l'informatique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital. Et si on prend le monde digital, on combine avec l'architecture des bâtiments, ça nous donne le Smart City. Alors, les Smart Cities ou les villes intelligentes, lorsqu'on parle des Smart Cities, souvent des fois, on va croiser des termes comme connecté, c'est ce qui est représenté par l'alphabet C ici. Donc, connecté veut dire tous les équipements, tous les matériels, les bâtiments, ils sont connectés à travers l'Internet pour fournir des services appropriés. Ensuite, nous avons D comme durable, à long terme, ou sinon nous avons V, verte, en termes d'énergie ou la protection de l'environnement. Ensuite, nous avons I comme intelligent. Donc, pour pouvoir intégrer l'intelligence dans les bâtiments, donc effectivement, il faudra utiliser des technologies. Donc, ce n'est pas n'importe quelle technologie. Ici, on parle des technologies émergentes. Donc, il y en a plusieurs. Je vais parler seulement sur 3 aujourd'hui. Donc, nous avons le premier, objet connecté. Le deuxième, les big data ou la science des données. Et troisième, c'est l'intelligence artificielle. Donc, si on parle des objets connectés ou Internet of Things, on parle tout simplement des capteurs. Donc, aujourd'hui, on peut voir des capteurs un peu partout, dans les smartphones, dans les smartwatches, dans les bâtiments, dans les véhicules, donc justement pour fournir des services appropriés aux utilisateurs. Donc, une fois on a les capteurs qui nous donnent les données, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données. Okay? Donc, c'est là où on va utiliser la science des données ou data science. Et un des termes plus utilisés de nos jours, c'est le cloud. C'est-à-dire, lorsqu'on va récupérer ces données, il faut savoir où il faut stocker ces données. Okay? Et là, on parle des millions de données générées par des capteurs. Donc, il faut savoir où il faut stocker, il faut savoir les services et qu'est-ce qu'on va faire avec ces données. Donc, normalement, on prend ces données-là, on va filtrer, on va traiter, et surtout, l'objectif final, c'est d'avoir des connaissances par rapport à ces données. Donc, une fois on a ces données qui sont stockées quelque part sur le cloud ou des serveurs à distance, on va utiliser l'intelligence artificielle pour traiter ces données ou faire de la prédiction. Deux termes souvent utilisés, c'est le machine learning ou l'apprentissage automatique, ou sinon le deep learning qui fonctionne très bien avec l'image et les vidéos.
comme dans les voitures autonomes. Et la plus grande question, c'est qu'est-ce qui nous réserve le futur? Donc, si je dois parler en termes l'informatique, c'est le World of Things, c'est-à-dire un monde où tout sera connecté. Et ça, c'est grâce à l'implémentation des 5G, et déjà nous avons ça à l'île Maurice, donc qui va permettre d'implémenter plusieurs facilités, plusieurs services pour les utilisateurs. Si je dois parler en termes de l'environnement, c'est le net zero building. Donc ici, c'est tout simplement une équation simple, c'est-à-dire la consommation doit être égale à la production de l'énergie. Mais la plus grande question, c'est est-ce que c'est vraiment intelligent, c'est ce que nous sommes en train d'implémenter, quelle que soit la technologie que nous sommes en train d'utiliser, parce qu'il se peut qu'on n'a pas pris en considération tous les facteurs sociaux et environnementaux. Et c'est là justement où va intervenir d'autres disciplines pour essayer de faire la balance dans le social et dans l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer la parole à Chérif Anna, si ça fonctionne? En fait, je vous entends très mal. Et puis, il y a plusieurs voix qui parlent en même temps. Donc, les conditions ne sont pas très bonnes. Mais j'espère que vous m'entendez, vous. C'est ça le plus important. On vous entend très bien, Chérif. Très bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Je tiens à remercier l'Institut français de Maurice pour cette invitation à la Nuit des idées. Je tiens aussi à remercier l'ENSA Nantes Mauritius pour avoir accueilli cet événement dans ses locaux. Je remercie toutes les personnes présentes malgré les conditions sanitaires actuelles et aussi tous ceux qui sont avec nous en ligne. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur, celui de l'architecte dans la ville ordinaire, chose qui n'est pas forcément banale et très courante. Personnellement, je suis engagé sur ce chemin-là à travers des travaux que je mène sur l'estuaire de la Loire ou les territoires rétro-littoraux vendéens en France, la région Calabre au sud de l'Italie et depuis 3 ans, donc sur l'île Maurice. Je vais partager l'écran. Voilà, je pense que vous voyez les diapos. Ça fonctionne. Donc, le premier sous-thème, c'est la question de la ville ordinaire et ce tissu urbain différent, ordinaire, banal, parfois informel. Cette burbe n'est pas homogène, elle est composée de fragments aux caractéristiques sociales différentes, voire même contradictoires. Ces burbs ne sont pas extensions ou périphéries des villes centres, ils ont leur propre géographie où l'on vit comme des urbains dispersés. On peut dire, et c'est peut-être un peu rapide, c'est que le développement urbain de l'île Maurice se caractérise à première vue par la cohabitation de 2 formes urbaines. La première, ce sont ces espaces d'accumulation de capital concentrés, circonscrits à des programmations contemporaines spécifiques, donc les Smart Cities, évidemment, les Waterfront, Festival Marketplace, Education Hub, Gated Community, et puis j'en passe, et qui sont évidemment reliés par des infrastructures de raccord efficaces. Cette ville des modèles urbains reste une application de modèles de développement économique et urbain dominant et surtout générique. La ville ordinaire, qui forme 95% des zones urbaines sur l'île Maurice, c'est la ville des cultures et pratiques sociales. C'est la ville des cultures et des pratiques sociales mauriciennes. On pourrait presque dire que le modèle est déjà là, mais il faut le saisir pour en faire des leviers de nouvelles programmations urbaines inédites. C'est cette ville ordinaire qui fournit main-d'œuvre, travailleurs habités, nécessaires au fonctionnement des pièces urbaines exemplaires, et elle est aussi au service, souvent dans l'ombre de cette autre ville qui capte, elle, visibilité et attention. C'est ce que j'appelle le phénomène de l'iceberg, c'est-à-dire celui d'une dépendance hiérarchique, économique, sociale et symbolique par rapport à la part émergente qui est en effet la ville exemplaire du modèle dominant. La question du droit à la ville et à l'architecture, elle est posée d'abord par ce biais-là, c'est-à-dire le biais des programmations qui aujourd'hui partent du global pour passer au local, et le souhait dans cette démarche, c'est d'inverser la tendance, partir du local vers le global. Donc tout d'abord, l'architecte ou l'urbaniste ne regarde pas
ou trop peu cette ville ordinaire. Et il faut évidemment un décentrement certain pour regarder avec amitié, justesse, des territoires que l'on réprouverait a priori et surtout que l'on qualifie trop souvent à la hâte ou par défaut. Nous faisons donc l'hypothèse que la projetation architecturale peut participer à une reconsidération, une revalorisation de ces territoires à condition d'approcher de façon immersive et beaucoup plus fine des modes d'habiter et des urbanités propres et spécifiques. Par leurs projets sur ces territoires, nos étudiants s'engagent dans la reconnaissance d'un droit à la ville et à l'architecture, d'une certaine façon, parce qu'en prise avec le contexte mauricien, cet espace de projet prétend ouvrir une réflexion sur une possible pensée urbaine décoloniale. Évidemment, cet espace de réflexion et de projet est destiné à tester et formaliser des réponses permettant aux étudiants de penser leurs projets dans ces contextes territoriaux, mais dans cette mesure, il constitue donc un laboratoire d'expérimentation pour la recherche en architecture et en urbanisme, en invitant les étudiants à projeter au plus près des réalités sociales de ces territoires peu étudiés jusqu'à présent. C'est l'occasion, évidemment, de penser dans un même ensemble et l'analyse anthropologique et le projet urbain et architectural. Cependant, il nous faut inventer de nouveaux dispositifs qui rompent en partie avec la façon classique d'aborder à la fois les sciences humaines et le projet. L'hypothèse consiste donc à affirmer que le processus projectuel revêt un caractère singulier sur ce type de territoire, qu'il nous faut une analyse contextuelle fine pour accéder au mode d'habiter local. À ce titre, plusieurs outils méthodologiques sont mobilisés et testés au sein de cet espace de projet. J'énumère rapidement l'enquête ethnographique, dispositif cartographique, itinéraire, collage, etc., que l'équipe pédagogique constituée représente. Ces outils s'entendent comme des dispositifs dans lesquels se négocie à la fois une nouvelle attitude sociale de l'architecte et l'émergence d'une autre façon de projeter. Donc, si vous voulez, en matière de posture, nous avons travaillé sur Woodlands, sur Flac, quartier militaire, Dagotière, Petite Rivière, Beaubassin, Aquas, Souillac, Suriname, Chemin-Grenier dans le sud de l'île, et je vous montre juste quelques enjeux dégagés et des réponses concrètes à des problématiques qui ont été dégagées sur chacun des sites. Donc là, on a toute la partie Dagotière et Almain et quartier militaire, avec des projets assez remarquables d'étudiants qui ont passé quasiment leur diplôme déjà, qui sont diplômés architectes, d'autres projets sur le lac Dagotière pour réparer ce territoire abîmé, d'autres réflexions sur la cité Africa qui est dans le sud de l'île, un bidonville évidemment, avec donc des hypothèses de travail et puis d'autres projets remarquables de nos chers étudiants. Et pour terminer, je laisse cette parole affichée à l'écran, est une parole remarquable de Félix Guattari et qui redéfinit un peu le rôle de l'architecte qui ne devrait pas seulement avoir pour visée d'être un plasticien des formes, mais il faut s'intéresser, être un artisan du vécu sensible et relationnel. Tout à l'heure, Aline Bolsané, étudiante en Master 1, vous présentera le projet de son groupe sur le territoire de Chemin-Grenier dans un deuxième temps de cette table ronde, et je vous remercie. Merci, Chérif. Merci à nos trois intervenants d'avoir soulevé ces questions effectivement essentielles de l'aménagement du territoire, de la planification, mais aussi de l'apport des technologies et du droit à la ville, qui sont autant de défis pour la ville de demain. Vous avez aussi soulevé et introduit la question de Smart City, effectivement, dont on parle vraiment souvent en ce moment, mais aussi remis en question le caractère smart de cette Smart City. C'est un enjeu dont on parle souvent, ce n'est pas la seule, comme a rappelé Chérif, il faut aussi s'intéresser à tout ce qui concerne la ville ordinaire. Je me tourne vers le public maintenant, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui a été dit par nos trois intervenants? Oui. Merci. Bonsoir à tous. Merci en tout cas de donner cette occasion de parler d'architecture, d'urbanisme dans nos villes. Je crois que c'est une chose, si je ne me trompe pas, peut-être correction du public ici, qui ne s'est pas faite depuis très 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 longtemps. Avec sans doute pour résultat aussi, puisqu'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de réflexion sur nos villes, d'être, si je puis me permettre, peut-être un petit peu dans l'excès pour dire les choses, mais dans le désordre qu'on y voit actuellement.
Alors, pour rejoindre ce que Adi disait, effectivement, je crois que les smart cities, c'est vraiment, tout est organisé d'un point de vue d'abord économique, avec bien sûr portant de manière parfois cosmétique des aspects un peu écologiques, etc. Et fait, comment dire, on voit ce développement-là et on voit effectivement comment de l'autre côté, dans tout ce qui est construit comme logements sociaux, il n'y a alors là aucune, mais absolument aucune réflexion sur d'abord comment donner un espace digne, et puis comment organiser cet espace pour qu'il n'y ait pas ce que déjà ailleurs on est en train de refuser, etc., c'est-à-dire confiner les gens juste sous le... Enfin, dans cette démarche de dire qu'il y a une démarche sociale, mais sans réflexion derrière de comment les gens habitent cet espace. Et effectivement, moi je me dis que je vois que les étudiants ici à l'ENSA travaillent sur des projets qui sont en fait beaucoup de projets dans les espaces ruraux, mais peut-être il y a une réflexion aussi à mener dans les espaces urbains. Aujourd'hui, nos villes sont des villes presque concentrationnaires, des villes dortoirs où il n'y a plus rien qui se passe. Les gens viennent, ils dorment et souvent doivent sortir en fait en dehors des villes pour aller trouver des activités. Et l'architecture des villes, donc c'est une mission par exemple des collectivités locales qui ont, je m'avance à dire, qui ont quand même abandonné largement cette mission-là pour s'occuper d'autre chose. Et je crois que voilà, il y a une vraie réflexion à mener aujourd'hui, c'est dans l'espace urbain, comment on occupe cet espace, comment est-ce qu'on peut repenser la mobilité dans les villes, et comment, même tout ce qu'il y a de commercial aujourd'hui, tous les petits commerces, ça ce n'est pas un phénomène propre à Maurice, ce n'est pas un épiphénomène, les petits commerces se meurent, des centres commerciaux souvent annexés à ces fameuses smart cities ouvrent leurs portes ailleurs, donc on sort toujours. Il n'y a pas l'esprit d'avoir quelque chose de circulaire. Donc effectivement, moi je remercie en fait qu'on ait aujourd'hui cette possibilité de venir questionner tout cela, de venir s'interroger réellement sur quel pansement on est en train de poser ailleurs, est-ce que le territoire est extensible, comment on imagine le logement de demain. On parle d'écologie, mais en même temps, voilà, rien n'est fait en tout cas aujourd'hui dans les centres urbains pour apporter cette part-là. Vous voulez réagir ou on prend une deuxième question et on réagit après? En fait, c'était ce que j'allais dire. C'est pas réellement une question. Et en plus, j'ai déjà un élément de réponse, même si c'est pas à moi de faire les réponses. Mais justement, ce que va vous proposer les deux étudiantes qui sont sur ce panel sont des solutions ou des pistes de solutions, des propositions pour l'avenir de ces villes qui, on espère, fera sortir de ce que vous dites, effectivement. Mais peut-être qu'il y a une autre réaction dans le public ou vous pouvez continuer à réfléchir et réagir après l'intervention des étudiantes. C'est possible aussi. D'accord. Donc, je vais passer la parole à nos deux étudiantes qui sont ici. Donc, on a Aline Bolsan, qui est étudiante en master à l'ENSA, ici, qui va présenter justement une vision. Alors, elle présente au nom d'un groupe, mais elle vous en parlera, une vision de territoire pour les villages du sud de l'île Maurice. Donc, ville, village, centre urbain, puisqu'il y a une définition de la ville qui est assez restrictive. Donc, voilà, les centres urbains du sud de l'île. Et ensuite, il y aura Jenita Indiana, qui est située à droite de la table, qui est étudiante en 3e année d'informatique appliquée à l'Université des Mascareignes, c'est bien ça, qui nous présentera son projet de poubelle intelligente. Donc aussi une solution innovante. Est-ce que, Aline, tu veux bien commencer? Oui. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter les travaux que nous avons réalisés avec mon équipe composée de Lukman Kadaro, Samira Mahmoudali et Sanjivan Armogan. Notre exposé s'intitule « Le sud de l'île, un futur controversé ». Le sud de l'île nous dévoile l'arrivée d'un projet de Smart City à Saint-Félix. Il s'impose de se demander que devient l'identité mauricienne face à ces nouveaux modèles d'urbanisation. En s'interrogeant sur l'intérêt de cet emplacement, on comprend que des avantages se croisent. Une pression touristique venant de l'ouest, mais aussi une facilité d'accès à la mer. On note donc la mise en place d'un développement est-ouest basé sur la richesse qu'offre cet axe. Qu'en est-il alors du regard nord-sud? En analysant ce chapelet de villages,
on se rend compte que ces derniers sont interconnectés et qui présentent des identités qui les lient. Créons donc un écosystème de villages qui présente des caractéristiques différentes. Dans l'optique d'explorer un développement transversal nord-sud, entre montagne et mer, à Chemin-Grenier, notre site d'études, 4 projets se déploient. Du nord au sud, on retrouve Là où on se croise, École Bricole, À la découverte de l'autre et La fête autour de l'eau. Cette image démontre une domination commerciale qui prend de plus en plus d'ampleur et qui occasionne la fermeture d'espaces de loisirs comme le Rialto, autrefois cinéma. Comment donc donner à chacun sa place? L'idée du projet, Là où on se croise, est de créer une fusion architecturale de ces deux parties, de manière à ce que chacun trouve sa place. Un espace hybride est alors créé, espace dans lequel l'idée de temporalité et de flexibilité prime. Un lieu dans lequel le commerce et le loisir cohabitent. On y trouve des espaces de vente, de jeux, de fitness et d'art. Tout cela est articulé autour d'un espace public propice au partage. Le cinéma Lotus, édifice symbolique de Chemin-Grenier, autrefois faisait la fierté de ce village. De nos jours laissé à l'abandon, la proposition consiste à trouver une nouvelle animation dans ce lieu, afin d'en faire à nouveau profiter les habitants de Chemin-Grenier. C'est dans cet esprit que l'on mobilise des porteurs de savoir-faire locaux du village dans un programme de formation afin de conserver et de transmettre cet héritage de l'artisanat mauricien. Pour cela, des cours de couture, de ferronnerie et de charpenterie sont dispensés autour d'ateliers collectifs offrant une nouvelle perspective pour ceux ayant échoué académiquement. L'idée principale de ce projet est d'offrir une nouvelle vision de cet espace, basée sur la prise en compte de l'existant, laissant libre cours aux usages observés. Un dialogue est ainsi créé entre les usages et le lieu. Le modèle touristique typique de Maurice fait souvent référence aux grands hôtels côtiers isolés du reste de l'île. Le but de ce projet à la découverte de l'autre est de proposer un nouveau modèle de fréquentation touristique. Le projet prône alors un nouveau type de tourisme connecté au mode d'habiter mauricien. Ainsi, à travers une nouvelle forme d'intégration dans le village, se dessinent sous forme d'addition aux bâtiments existants des structures légères abritant des hébergements touristiques. Cette nouvelle pratique offre aux touristes l'occasion de vivre en immersion dans le village et d'être en intime relation avec les habitants, créant ainsi une nouvelle dynamique dans Chemin-Grenier. Une des grandes problématiques de Chemin-Grenier est la récurrence des inondations dues aux eaux de pluie. On observe des niveaux d'eau pouvant atteindre les 2 mètres de hauteur. On retrouve plusieurs zones exposées avec des cas de figure différents. Une rapide urbanisation a entraîné une imperméabilisation des sols qui occasionne cette stagnation de l'eau. Ainsi, l'idée du projet, La fête autour de l'eau, est d'en faire un levier de développement pour Chemin-Grenier, village situé à 65 mètres d'altitude. Ce projet prône alors la collecte et la réutilisation des eaux de pluie avec une politique de désimperméabilisation des sols basée sur le renforcement du système de drain, mais aussi sur la création de bassins de rétention intermédiaires. Ces eaux sont collectées au niveau d'une ceinture d'eau en deçà du village où l'on retrouve des bassins de baignade et des espaces casse-pose. Les eaux de pluie sont traitées grâce à un système de phytoépuration. À travers ces 4 projets qui s'étalent suivant l'axe nord-sud, un nouvel axe de développement prenant en compte des problématiques spécifiques à Chemin-Grenier se dessine. Il ouvre ainsi de multiples champs de réflexion sur la vraie raison d'être d'un développement urbain. Je vous remercie. Merci beaucoup Aline pour cette présentation très intéressante. C'est intéressant de voir aussi comment vous envisagez la ville en dehors de ses limites strictes et une approche territoriale plus large. Est-ce que, Jenita, tu veux bien enchaîner sur ta présentation? C'est bon? Merci. Poubelle connectée. Je vais vous raconter l'histoire de Paul. Paul se demande pourquoi il y a autant de poubelles parfois qui sont là plusieurs jours et qui puent, or qu'on a des éboueurs et des ramasseurs de poubelles. Et c'est pourquoi il y a Lily qui a dit
Pourquoi pas on ne fait pas des poubelles qui économisent le temps, qui aident les éboueurs, qui luttent contre la pollution et les débordements aussi. Des solutions existantes. Il y a déjà des solutions qui sont déjà là. Par exemple, il y a EcuBlab et Big Belly. Ce sont des solutions intelligentes, ce sont des poubelles connectées qui donnent l'état de la poubelle, par exemple le taux de remplissage de la poubelle, et aussi le poids de la poubelle, le taux d'humidité, et localiser aussi la poubelle. Par exemple, la poubelle c'est à Port-Louis ou la poubelle à la maison même. Et comment ça marche? Là, il y a Paul à demander comment ça marche alors, Lily. Là, c'est la première version. Et on a une petite poubelle en haut et ici au bas, l'interface d'utilisateur, là où on peut visionner l'état de la poubelle, les taux de remplissage de la poubelle et aussi l'endroit de la poubelle. Par exemple, les taux de 50% ou 100%. Et aussi si c'est la poubelle et l'eau ou pas. Et aussi les taux d'humidité de la poubelle. L'avantage de la poubelle, c'est économie et c'est facile à utiliser aussi. C'est contre la pollution, on peut la localiser aussi. Et c'est facile à utiliser aussi, peu importe avec quelle poubelle. Amélioration version 2.0 Smart Bin. Pourquoi pas? Comment ça marche? Pourquoi pas avec des applications? C'est un peu plus facile parce que de nos jours, la plupart des gens utilisent beaucoup d'applications, peu importe l'âge. Et aussi, pourquoi pas, via l'application, on peut visualiser la poubelle et aussi recevoir le message de l'état de la poubelle, les taux de remplissage, et aussi les poids de la poubelle, les taux d'humidité, et aussi localiser aussi la poubelle. L'idée, la différence entre les deux, c'est l'autre c'est via un site web et l'autre c'est via une application mobile. L'idée, c'est pour faciliter aussi le travail des éboueurs. Parfois, vous avez remarqué que ici, on a des éboueurs, mais il y a trop de poubelles qui sont là et qui sont restées là plusieurs jours. Les éboueurs même ne savent pas parfois si la poubelle est déjà pleine ou pas. C'est pour aider les éboueurs un petit peu aussi, pour savoir, la poubelle, par exemple, peut-être tel endroit, la poubelle est pleine. C'est pour faciliter aussi leur travail. Merci beaucoup. Merci, Jenita. Merci à toutes les deux d'avoir fait cette présentation et de nous avoir proposé ces solutions qui semblent offrir des perspectives qui sont adaptées à la fois aux besoins et aux réalités du contexte social et des territoires. Merci à vous. Est-ce que le public souhaite réagir ou ajouter quelque chose ? Je me présente brièvement. Je suis de retour au pays après 25 années passées à l'étranger. Je suis très très heureux de votre initiative. Ça montre qu'il y a pas mal de changements à Maurice. Et je suis aussi, je ne suis pas architecte, je suis très néophyte mais passionné. Et je dis néophyte surtout pour me donner le droit de dire quelques bêtises, parce que je ne connais rien, mais ça m'intéresse beaucoup. Ce qui me gêne un peu, pas avec ce que vous faites ici, c'est que on entend, il y a beaucoup de buzzwords, hein, on entend beaucoup parler de smart city, surtout intelligence artificielle, etc. Ou hub ceci, hub cela. Ce qui me gêne un peu, c'est que encore une fois, hein, je suis naïf et innocent, on n'a pas pris le soin, en tout cas ce n'est pas parvenu à moi, donc prenez-moi comme un bon ou plutôt un mauvais exemple. On n'a pas pris le soin de définir ce que c'est. Donc on jette 5G ici, intelligence artificielle ici, par là. Et quelquefois les gens disent Internet of Things, qui est synonyme d'intelligence artificielle. Peut-être que ce n'est pas la même chose. Peut-être que Internet of Things, c'est assez bête parce que ce n'est qu'une communication entre objets et que intelligence artificielle, c'est intelligent. C'est-à-dire que
je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Quand on parle, disons, de la pollution, je sais que c'est relativement micro par rapport à l'architecture. On sait qu'il faut réduire le taux de carbone. D'accord. Mais pour une personne lambda comme moi, quand on dit architecture ou smart city, je n'ai pas la vision de ce que ça devrait être. Donc, même si je veux aider, je ne sais pas où on va. Encore une fois, c'est mon ignorance. Hein. Peut-être qu'il y a des architectes qui travaillent très très bien là-dessus. Mais pour une personne lambda, je n'arrive pas à visualiser. On dit que les smart cities, il y a des gens qui disent que c'est bien, les promoteurs bien sûr. Il y a des gens d'autres qui disent que c'est pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bien et je ne sais pas qu'est-ce qui est pas bien. Voilà. Donc, je ne veux pas trop vous déranger, mais je vous présente mon point de vue assez innocent. Là-dessus. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vaste question sur ce merci. qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais peut-être, Radji, vous avez des éléments à apporter sur l'aspect technologique et innovation, peut-être? Merci pour votre réflexion. Mais moi, je pense qu'il y a un manque d'informations pour informer le public par rapport, que ce soit par rapport aux Smart City ou d'autres applications Smart, ou peut-être aussi en termes de technologie, est-ce que c'est déployé ou c'est pas déployé. Mais l'objectif, c'est de pouvoir informer le public, peu importe les médias qu'on va utiliser, sur ce que vous venez de dire. Merci. Oui. Moi, je voudrais faire une observation que quand il y a beaucoup de poubelles, des poubelles intelligentes, ça décourage les gens, les citoyens, à faire le tri à domicile. Donc, au Japon, dans des grandes villes, il n'y a pas de poubelles dans les espaces publics. Donc, Smart City, à mon avis, ne devrait pas négliger de rendre le citizen smart. D'accord ? Aussi, dans les pays scandinaves, les poubelles sont cachées. D'accord ? Autre réflexion, c'est en parlant de données, stockage de données, vient la grande question énergétique. Aujourd'hui, ici à Maurice, nous avons des gros problèmes de stabilité du haut débit, surtout autour des points des agglomérations. Des fois, le forfait fixe, le buffet, on consomme tout ce qu'on veut, est mauvais. Donc, ce qui fait que ça crée de la frustration. On n'arrive pas à compléter un processus. Il faudrait réfléchir à cela et peut-être plus miser sur la conscientisation du citoyen. Voilà. Juste une petite remarque pour la poubelle. Au fait, l'idée, c'était pas trier. C'est pas pour trier les poubelles, mais c'est pour savoir les taux de remplissage de la poubelle. C'est ça, au fait, l'idée, pour éviter les débordements de la poubelle. C'était ça l'idée, mais pas pour les triages. Merci beaucoup. Je crois que c'est bon. Il se fait à domicile. Déjà, le déchet solide est valorisé. Donc, ce sera un opérateur économique qui viendra le collecter et non pas aux frais du contribuable. Oui. Autre chose, si une partie de cette valorisation est reversée aux citoyens par le biais peut-être d'un rabais sur l'impôt local, ça encouragerait le citoyen à faire le tri. Oui. Donc, c'est très bien de mettre en avant les technologies, le state of the art dans les sociétés les plus avancées, mais il faudrait penser aussi à où nous sommes dans notre transition. Merci beaucoup. Je peux te dire quelque chose? Je peux? Oui. Je pense que cette histoire d'application pour les poubelles, c'est vrai qu'il faut encourager le tri. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je milite dessus aussi. Mais je crois que il faut voir au-delà
de l'application à des poubelles, il faudrait, et ça rejoint ce que dit Rajiv, c'est-à-dire l'application des technologies peuvent être multiples. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit sur le mot smart, et effectivement, et ça rejoint un peu ce que vous dites, et même Rajiv le dit, c'est que vraiment, smart, c'est à toutes les sauces. Et qu'est-ce que ça veut dire, smart, en fait? Si vous regardez ce qui est proposé comme vision pour les smart cities, c'est smart governance, smart, je sais pas quoi, smart people. Et quand on dit smart people, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens qui savent utiliser ces technologies ou qui utilisent leur ordinateur et se connectent à l'Internet. C'est ça ce que ça veut dire, smart, dans la définition de ceux qui font la promotion des smart cities. Donc vraiment, c'est la définition des smart cities qui pose problème. Ce terme de smart, c'est un buzzword, je ne sais pas qui l'a utilisé, c'est un buzzword, smart, tout est smart, mais est-ce que vraiment, qu'est-ce que nous voulons, nous, en tant que Mauriciens, comme vision pour notre pays, pour notre développement urbain? Et ça, je crois que ça a été très bien montré par à la fois ce qu'a dit Chérif et Aline. Et donc voilà, enfin moi, je outrepasse un peu mon rôle, mais voilà. Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, réagir? Oui, enfin je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être plus un petit commentaire. Moi je crois que smart, c'est pas forcément la technologie ou l'intelligence ou l'avancement. Je crois que le smart, c'est juste du bon sens, quoi. Okay? Il faut juste utiliser beaucoup de bon sens et quand je regarde en fait ce qui nous attend, ça me fait un peu peur. Je me considère comme étant toujours assez jeune et pourtant j'ai peur pour mon fils qui vit aujourd'hui dans un monde qui effraie. Quand je regarde ce qu'il attend, c'est assez difficile de croire que ce sera la technologie qui va lui dire ta poubelle est pleine et il faut la dévider. Ton frigo est vide, il faut que tu le remplisses avec du lait parce qu'il n'y a plus que 60 grammes de lait. Ça me fait très peur. Et je crois qu'il y a un texte que peut-être beaucoup ont lu, qui a circulé, et j'aimerais partager ça avec ceux qui ne l'ont pas vu. Quand j'étais petit, j'allais à l'école et l'heure du dîner était entre 6h et 7h du soir. Donc aujourd'hui, qui arrive à dîner à cette heure-là? Tout le monde est happé dans un monde professionnel. On n'arrive plus à trouver du temps en famille. Bien rare, on mangeait au restaurant. Le fast-food, c'était le rôti et le halouda. Donc aujourd'hui, on mange quasiment tout le temps dehors. On mange presque, en fait très peu en tout cas à la maison, et c'est devenu presque commun d'aller au restaurant. On avait à la télé que 3 chaînes. Il n'y avait que 3 chaînes. Et aujourd'hui, quand il y a 60 chaînes, on ne sait plus quoi regarder. Et on est à la télé, on dit il n'y a rien à la télé. En fait, je suppose que je ne suis pas le seul à vivre ce genre de paradoxe, quoi. Quand on était petit, on jouait police volaire, coupe cachette, saute la corde, la marelle, et on jouait dehors, et dès qu'il y avait du soleil, on était super content. Et pourtant, je ne suis pas si vieux, je crois. Donc, ça me fait super peur pour mon fils. Quand j'étais petit, ma maman cuisinait à manger. Si jamais Motilève Néné a mangé, qui ma maman peut cuire, c'est-à-dire que si je ne voulais pas ce que ma maman cuit, eh ben, tu manges pas. Donc, il n'y a rien à manger. Donc, on ne peut pas trop choisir. Voilà, il y a plein de choses, plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas vous lire tout parce que c'est quand même assez long. Mais tout ça pour dire que je pense que la technologie, c'est des choses qui doivent pouvoir nous aider. C'est comme l'ordinateur, il doit pouvoir nous aider à mieux dessiner ou à dessiner plus vite. Mais il faut pas que ça devienne indispensable. Il ne faut pas que ça devienne indispensable à nos vies et que la technologie nous dicte à ce qu'on doit faire. Il faut qu'on puisse continuer à pouvoir dessiner avec nos mains, qu'on puisse continuer à vivre de la manière la plus simple possible, et que finalement, toutes ces facilités qu'on a autour de nous, ce ne sont que des plus et des améliorations qui nous aident dans notre vie, mais pas que ça nous remplace, quoi.
Elsa, est-ce que je peux dire un petit mot? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Chérif, tu peux parler, ça sera la dernière intervention parce que on est... D'accord, merci infiniment. Je voulais juste, enfin, j'entends très mal en fait, mais j'ai réussi à capter quand même quelques propos de mes collègues et des intervenants. Et je me dis, donc par rapport à une intervention, on parlait, je ne sais pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je pense que on ne peut pas, en matière de développement urbain, raisonner en bon ou mauvais. On ne peut pas dire la ville ordinaire c'est mauvais et la smart city c'est bon. Je pense que la question elle est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, une des questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire des villes existantes? Qu'est-ce qu'on va faire des tissus existants? Et quand j'entends la dernière personne qui vient de parler, je me demande, mais pourquoi ce concept de smart ne concernerait que les nouvelles zones urbanisées sur évidemment des champs de canne à sucre, comme d'habitude, mais pourquoi le smart ne concernerait pas l'existant? Je pense que cette ville ordinaire, elle n'est pas perdue et qu'il y a un travail sur des questions comme le traitement des déchets, au-delà, enfin, aller plus loin que la poubelle, parce qu'il y a un gros problème du traitement des déchets. Nous le voyons en travaillant sur Petite Rivière, les questions des inondations, la question de l'habitat insalubre et la question fondamentale des circuits courts et du manger local. Donc, on connaît tous le pourcentage de tout ce qui est importé à Maurice, donc il y a certainement du développement qui doit accompagner ce nouveau côté smart peut-être de la ville existante. Je m'arrête là, merci. Merci, Chérif. Merci à tous. C'est la fin de ce premier débat. Merci pour votre participation. Merci pour cette discussion intéressante donc, qui ressort effectivement de toutes nos interventions qu'il est primordial pour l'avenir des villes mauriciennes de prendre en compte le local, que ce soit les données climatiques, du changement climatique, mais aussi les potentialités d'innovation qui sont très importantes et qui peuvent être, comme vous le disiez, faciliter la vie aussi, à voir. Prendre en compte aussi surtout les besoins des habitants, ce qui ressort de vos présentations également. Merci à tous.